Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant. Comment l'archéologie a servi, et sert peut-être encore, à construire de grands récits sur qui nous sommes. D'abord au service des nations, et puis, qui sait, peut-être aujourd'hui au service de l'Europe. Et c'est vraiment la question qui va nous guider. On se souvient qu'au XIXe siècle, chaque nation y allait de son roman national pour se forger une identité. Eh bien, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire la même chose, mais cette fois à l'échelle européenne? Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Il faut bien comprendre qu'au XIXe siècle, l'archéologie, ce n'était pas juste une science. C'était un outil politique hyper puissant pour construire les nations modernes. L'exemple le plus connu, en France en tout cas, c'est nos ancêtres les Gaulois. On est allé déterrer vers Saint-Gétorix pour donner à la jeune République des racines, une origine commune, un grand récit unificateur. Bref, l'archéologie fournissait les chapitres de ce fameux roman national. Et puis, plus près de nous, la même logique a changé d'échelle. Elle s'est appliquée à l'Europe. On a vu fleurir de grandes expos sur les Celtes, les Étrusques. L'idée, c'était de mettre en avant des cultures qui se fichaient pas mal de nos frontières actuelles. Tout ça porté par un slogan assez fort, l'Europe, un patrimoine commun. Le message, en gros, c'était « Regardez, on a une histoire partagée qui remonte à bien avant la construction politique de l'Union. » Bon, maintenant, attaquons-nous à un très gros morceau, un mythe qui a la vie dure, celui des Européens de souche. L'idée qu'il existerait des peuples natifs d'Europe qui auraient toujours été là. L'archéologie moderne, elle, vient mettre un grand coup de pied là-dedans. Et ça nous mène à cette phrase un peu choc, mais qui résume parfaitement les découvertes scientifiques. C'est une affirmation radicale, et elle est vraiment au centre de tout ce qu'on va voir. Attention, ce n'est pas une opinion, c'est la conclusion tirée de décennies et de décennies de fouilles. Parce que oui, quand on regarde l'histoire du peuplement de l'Europe sur le temps très long, eh bien c'est une histoire de migration. Depuis les tout premiers humains arrivés d'Afrique il y a 1,5 million d'années, puis nos ancêtres directs, Homo sapiens, il y a 40 000 ans, eux aussi venus d'Afrique, et enfin une vague massive de fermiers venus du Proche-Orient qui ont apporté l'agriculture et complètement redessiné le paysage génétique du continent. En fait, l'histoire de l'Europe, c'est ça, une succession de vagues, d'arrivées, de métissages. Et aujourd'hui, on a les preuves. Grâce à une discipline assez dingue, l'archéogénétique. On arrive à analyser l'ADN de squelettes vieux de milliers d'années. Et le verdict est sans appel. L'ADN des Européens est une mosaïque hyper complexe. Ça confirme que la migration, ce n'est pas l'exception dans l'histoire européenne, c'est la règle. L'idée d'une population de souche biologiquement pure ne tient tout simplement pas la route. Ok, autre grand mythe, autre grande énigme, les fameux Indo-Européens. L'idée, c'est qu'il y aurait eu, quelque part dans la préhistoire, un peuple originel qui aurait ensuite essaimé pour donner naissance à presque toutes les langues et cultures d'Europe. Un genre d'ancêtre commun à tout le monde, quoi. C'est une théorie qui a eu un succès fou. Il faut dire que c'était séduisant. L'idée d'une langue mère, une Ursprache, comme disent les linguistes, ça permettait de mettre de l'ordre, de trouver une racine unique à des peuples aussi différents que les Grecs, les Celtes ou les Germains. Ça créait une grande famille européenne. Sauf que cette belle histoire bien propre, aujourd'hui, elle est complètement remise en question. C'est un énorme débat scientifique. Pour faire simple, il y a deux camps. D'un côté, ceux qui pensent que cette langue s'est diffusée avec l'agriculture. De l'autre, des chercheurs comme Jean-Paul Demoule qui disent « Attention, les preuves sont hyper minces ». Pour lui, ce modèle d'un arbre avec un seul tronc, c'est une vision très 19e siècle, un peu trop simple. Et ce que Demoule propose à la place, c'est une image totalement différente. Oubliez l'arbre généalogique. Imaginez plutôt un réseau, une toile d'araignée. Les ressemblances entre les langues ne viendraient pas forcément d'un ancêtre unique, mais de millénaires de contacts, d'échanges, d'emprunts. On passe d'une histoire de filiation à une histoire de connexion. Et ça change tout. Troisième et dernier mythe, et pas des moindres, Rome et les barbares. Et l'image d'Épinal, on la connaît tous. Des hordes sauvages qui déferlent et qui rasent tout, plongeant l'Europe dans les ténèbres. Destruction ou transformation? La question est là. Alors oui, sur le moment, le choc a été immense. Il suffit de lire Saint Jérôme. Pour les gens de l'époque, c'était l'apocalypse. La ville qui dominait le monde était à terre. On imagine le traumatisme, c'était vraiment la fin d'un monde. Saint Augustin décrit lui aussi des scènes d'horreur absolues. Et c'est sur ces témoignages poignants que s'est construite toute l'imagerie des invasions barbares. Une rupture nette, la civilisation qui s'éteint et les âges sombres qui commencent.
Mais voilà, ça, c'est une vision de l'histoire écrite par les élites de l'époque. Qu'est-ce que l'archéologie, elle, nous raconte? Qu'est-ce qu'on trouve concrètement quand on fouille le sol de cette période? Eh bien, on assiste à un changement complet de perspective. On passe de l'image classique des envahisseurs destructeurs, après tout le mot vandalisme vient de là, à une vision beaucoup plus nuancée. Celle de migrants, fascinés par Rome, qui n'ont pas tant détruit l'Empire qu'ils ne l'ont transformé. Ils en sont devenus les héritiers. Et pour comprendre ça, il n'y a pas meilleur exemple que Childéric, le père de Clovis. On le voit comme un roi barbare, un roi franc, mais en réalité, il était aussi un général romain, un gouverneur de Provence pour le compte de l'Empire. Avec lui, la frontière entre Romains et barbares devient complètement floue. La preuve la plus éclatante, c'est sa tombe, retrouvée à Tournai. C'est un mélange incroyable. On y a trouvé des coutumes franques, avec ses armes et des chevaux sacrifiés, mais aussi un anneau avec son nom gravé en latin, signe de son autorité romaine, des centaines de pièces d'or de Constantinople, et même des bijoux, dont le style vient du Danube. Ce n'est pas la tombe d'un barbare, c'est la tombe d'un homme-monde, un carrefour de culture. Tout ça nous amène à la conclusion. C'est quoi, finalement, le rôle de l'archéologie aujourd'hui? Clairement, ce n'est plus de partir à la recherche de racines pures ou d'une origine simple. C'est même tout l'inverse. Il faut s'imaginer qu'il y a plus de 30 000 archéologues qui travaillent en Europe en ce moment. C'est une armée de chercheurs. Et chaque jour, avec chaque nouvelle fouille, ils nous révèlent un passé infiniment plus complexe, plus riche et plus nuancé que les belles histoires bien lisses qu'on racontait avant. Le but du jeu a donc changé. Il n'est plus question de chercher des preuves pour valider un récit préécrit, qu'il soit national ou européen. Le nouvel objectif, c'est d'embrasser la complexité, de montrer que l'histoire est fluide, interconnectée, métissée, que les identités ne sont jamais figées. Et ça veut dire que l'archéologie a un rôle critique. Elle doit continuer à questionner les vieux romans nationaux, mais aussi se méfier des nouveaux romans communautaires. L'idée n'est pas de remplacer un mythe par un autre, c'est de rester vigilant face à toute simplification du passé. On pourrait résumer tout ça avec cette phrase. L'archéologie ne va pas nous donner une réponse simple à la question « Qui sommes-nous ?» Par contre, ce qu'elle fait, et c'est encore plus précieux, c'est qu'elle nous donne les outils pour comprendre pourquoi cette question est si incroyablement complexe. Et c'est ça qui est passionnant. Et on va se quitter là-dessus avec une dernière question. Si, comme on vient de le voir, le passé de l'Europe n'est pas une histoire de pureté et de racines uniques, mais au contraire une histoire de migration, de mélange et de connexion, est-ce que ça ne pourrait pas nous aider à imaginer un avenir lui aussi plus connecté? La question reste ouverte. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.